Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal le 20h30 sur Télé Sahel. Conformément aux engagements des autorités de la 7e République, l'année 2015 a également connu des avancées remarquables en matière de création d'emplois, emplois directs ou indirects, sur les multiples chantiers de la Renaissance, les concours d'entrée à la fonction publique. En somme, 2015, les autorités nigériennes ont créé les conditions pour transformer en réalité les rêves de plusieurs jeunes Nigériens en matière d'emploi. Rabi Bako revient sur les faits. En matière d'emploi, l'année 2015 a été une année de consécration pour beaucoup de jeunes Nigériens. Ils sont en effet nombreux, les diplômés qui ont réussi leur intégration à la fonction publique à la faveur des différents concours de recrutement organisés par le gouvernement pour le compte de l'administration nigérienne, notamment dans les secteurs sociaux, à savoir l'éducation, la formation, la santé, le développement rural, les régies financières, entre autres. Ainsi, de 2014 à 2015, on peut estimer le nombre de recrues, tous secteurs confondus, à quelques 34 644 et 1130 agents ont bénéficié de contrats de travail. La promotion de l'emploi a donc été une réalité conformément aux vœux des autorités de la 7e République et tel que édicté dans le programme de la Renaissance. Durant donc le quinquennat du président Issoufou, la création d'emplois directs ou indirects a été au cœur des priorités, avec plus de 700 000 emplois créés, dont 137 028 permanents. D'autre part, avec les multiples chantiers et réalisations initiées sur l'ensemble du territoire, les opportunités d'emploi ont été offertes aux Nigériens en vue de leur permettre de combattre la pauvreté et lutter contre l'oisiveté. C'est bien dans cet esprit que des accords de coopération ont été signés en 2015 avec l'Arabie Saoudite pour le recrutement de la main-d'œuvre nigérienne. Un recrutement qui sert de palliatif pour développer l'économie et créer de nouvelles activités génératrices de revenus. L'opération qui a été lancée par l'ANPE en août 2015, dans sa première phase, a concerné quelques 2900 personnes, dont des chauffeurs, des infirmiers, des jardiniers et des bergers. En 2015, comme au cours des années précédentes, le nombre d'emplois créés a nettement dépassé les prévisions. C'est encore une promesse tenue du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a réalisé en 5 ans le double de sa promesse de campagne qui ne prévoyait que 250 000 emplois. Lancement ce matin à Zander des travaux de collecte des données désagrégées sur la mise en œuvre du programme de la Renaissance du Niger au titre de cette région de Zander. C'était placé sous la présidence du gouverneur de la région Kalamoutari, Mariam Keta et Maman Oumarou. Il s'agit par la présente cérémonie de lancer officiellement les travaux de collecte des données désagrégées sur la mise en œuvre du programme de Renaissance au titre de la région de Zander. Conduite par le cabinet du Premier ministre à travers la cellule de suivi de l'action gouvernementale, la collecte de 2015 revêt un caractère particulier, devait expliquer le chef de la mission, Zodi Abouzeidi. La collecte de 2015, donc pour l'élaboration du bilan de 5 ans de mise en œuvre du programme de Renaissance, revêt un caractère très particulier parce qu'elle intervient à la fin du mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est donc nécessaire que toutes les informations, toutes les données soient fournies de façon exhaustive et de façon désagrégée jusqu'au niveau communal, comme on l'a souligné dans les précédentes conversations. Pour le gouverneur de la région, Kalamoutari, les données doivent être restituées fidèlement malgré l'insécurité de DIFA qui a eu un impact sur les prévisions. Nous devons restituer exactement ce que nous avons fait et constater notre performance malgré ce contretemps que nous avons eu et aussi intégrer ce contretemps-là comme une performance, parce qu'investir pour la paix dans la région de Difa, contenir l'insécurité comme nous l'avons fait, pas toujours évident. Nous avons contenu l'insécurité, nous avons contenu la montée en puissance de Boko Haram dans la région de Difa, de sorte que quelque chose est encore possible à Difa. Donc je vous exhorte à restituer fidèlement ce que vous avez fait
Et j'en appelle aussi à votre bonne volonté pour que toutes ces données-là soient de temps en temps fournies aux responsables, aux leaders d'opinion, à la société civile, à la population, pour qu'elle sache ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Parce que c'est ça l'importance de ces données-là. Ça permet au gouvernement d'avoir un tableau global et détaillé de ce qu'il a fait. Ainsi donc, les directeurs régionaux de Zender auront 3 jours pour conduire à bon port cette collecte de données désagrégées sur la mise en œuvre du programme de renaissance au titre de la région. Le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé, quant à lui, les travaux de l'atelier de collecte des données régionales pour l'élaboration du bilan des 5 années de mise en œuvre du programme de la Renaissance. Salamatou Bada et Amadou Ibrahim. Cette réunion qui a regroupé autour du gouverneur de la région de Tillabéri, autorité administrative, représentant de la cellule de suivi de l'action gouvernementale CESAG, directeurs régionaux, projets ONG, se veut un cadre d'échange et de partage afin de faire la rétrospective des réalisations faites dans la région. L'objet de la réunion de cet après-midi, d'échanger avec les différents responsables des services régionaux de la région de Tillabéri sur une collecte qu'on est en train d'entreprendre. C'est un exercice qu'on fait chaque année dans le cadre du bilan annuel de mise en œuvre du programme de Renaissance. Cette année, on est revenu à nouveau à Tillabéri, tout comme dans les autres régions. Il y a d'autres équipes qui sont dans les autres régions, dans le cadre du même exercice, qui consiste à collecter des données dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Renaissance. Donc ce sont les données cumulées des 5 ans de mise en œuvre du programme. Prenant la parole en cette circonstance, le gouverneur de la région de Tillabéri, Djabri Asmiou, s'est réjoui de la tenue de cette activité qui n'est pas à sa première dans la région de Tillabéri. Elle est en effet un exercice permettant aux responsables de service, chacun dans sa sphère, de faire un compte rendu fiable. Il a en outre notifié que le programme de renaissance du président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, est décliné en 8 axes principaux, dont entre autres bâtir des institutions démocrates, fortes, crédibles et durables, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, créer des emplois aux jeunes, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité et les chemins de fer, pour ne citer que cela. D'où la création de la cellule de suivi qui a pour mission l'élaboration du bilan périodique et autres documents d'information. La particularité de la collecte des données de cette année est qu'elle coïncide avec la fin de la mise en œuvre du programme de renaissance, raison pour laquelle le gouverneur de la région de Tillabéri, Djabri Asmiou, a exhorté les chefs de service à se rendre disponibles pour travailler en parfaite symbiose avec les membres de la mission afin que des données exhaustives et fiables soient retenues dans la région. Le collectif des syndicats des médias publics réunis cet après-midi dans l'enceinte de la maison de la télévision nationale Télé Sahel, à savoir le Sinfo, le Centra Presse et le Sénat, ont rendu public une déclaration relative à la condition de vie de travail de ces militants et du personnel de l'ORTN. La déclaration est rendue ici par le secrétaire général du syndicat national des agents de l'audiovisuel, Bourema Seni. Déclaration. Le collectif des syndicats des médias publics, Sinfo, Centra Presse et SNAV, réunis le lundi 11 janvier 2016 afin d'examiner la situation née du mouvement de grève qu'il a engagé et qui a suscité des commentaires plus ou moins complaisants, fait la déclaration dont la teneur suit. Considérant le bon partenariat qui a prévalu pendant plus de 3 ans entre le collectif des syndicats, la tutelle et l'administration de l'ORTN, et qui a permis de poser les jalons d'une revalorisation des salaires des agents de l'office devant le Premier ministre lors de sa visite dans le secteur des médias publics. Considérant le refus catégorique du directeur général de l'ORTN, M. Loïc Crespin, de procéder à cette revalorisation, obligeant ainsi le collectif à porter les négociations
au niveau du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions. Considérant le manque de sérieux dans le traitement de ce dossier par le ministre de la tutelle, M. Yahouza Sadissou, conduisant ainsi à la grève d'avertissement du mercredi 23 et du jeudi 24 décembre 2015. Considérant l'usage fait par nos partenaires à travers le journal Mercenaires et Chasseurs de Primes, l'événement, pour discréditer le collectif et saper le moral des militantes et militants afin de casser le mouvement. Considérant le tapage médiatique mal orchestré et inopiné du ministre de la Communication qui confond vitesse et précipitation. 1. Le collectif des syndicats des médias publics fustige le comportement irresponsable, la mauvaise foi et le mépris clairement affichés à l'endroit du personnel de l'ORTN, du directeur général M. Loïc Crespin, qui n'a pour arme que le chantage, en liant la revalorisation de nos salaires au rehaussement de la subvention, alors que plusieurs possibilités s'offrent à lui. 2. Les syndicats membres du collectif s'insurgent contre le manque de sérieux avec lequel ce dossier a été traité au cabinet du ministre de la Communication, en dépit de sa fausse promesse sur l'honneur, et condamne avec la dernière énergie son tapage médiatique mal orchestré et inopiné. Dans ce show animé, sans conviction, dans le but mesquin et égoïste de faire croire à l'opinion nationale que les agents de l'ORTN sont réellement les enfants gâtés de la République, alors qu'il n'en est absolument rien. La preuve, nos salaires sont à l'heure actuelle inférieurs à ceux des agents de la fonction publique en dépit de notre statut particulier. 3. S'agissant des ristournes, notre partenaire social, qui s'amuse avec l'honneur, s'attarde sans vergogne sur leur montant le plus élevé de l'année, 105 000 francs, qu'il trouve extravagant, alors que sous d'autres cieux, c'est des millions et non des miettes qu'on distribue aux agents comme ristournes. 4. En parlant des collaborateurs, notre ministre devenu subitement porte-parole du tout-puissant et inamovible DG de l'ORTN s'est évertué à faire comprendre à ces derniers que les syndicats s'opposent à leur recrutement, alors qu'il sait pertinemment que le recrutement est irréversible, car au moins 70 agents, tous corps confondus, vont faire valoir leurs droits à la retraite entre 2016 et 2017. 5. Le collectif, peu surpris par les propos écrits dans le journal L'événement, par la main souillée de son directeur de publication, M. Moussa Aksar, attire l'attention de ce journaliste mercenaire et chasseur de primes, converti en indicateur fulgurant du pouvoir, que sa convoitise à peine voilée d'accéder au prestigieux poste de DG de l'ORTN n'est que peine perdue. Alors, trêve de gesticulation et autres allégations mensongères. 6. Au vu de tout ce qui précède, le collectif des syndicats des médias publics, soucieux de préserver la dignité et les intérêts matériels et moraux de ses camarades, exige du gouvernement la revalorisation sans délai des salaires des agents de l'ORTN de 20% et demande aux militantes et militants de rester vigilants et de resserrer les rangs pour les futurs mots d'ordre faits à Niamey le 12 janvier 2016 pour les bureaux exécutifs nationaux, les secrétaires généraux du Synfo, Central Presse et SNAP. Je vous remercie. L'école normale d'instituteurs de Niamey dispose désormais de ses propres locaux au PK10 route Walam, dans la région de Niamey. La cérémonie inaugurale de cet établissement construit sur le financement de l'État et de l'Agence française de développement, l'AFD, s'est déroulée ce matin en présence de la première dame Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur. En effet, l'organisation de la première dame Hajia Aïssata Issoufou a aménagé et équipé la salle informatique dans le cadre de son projet informatique pour tous et une école en bois.
Nous y reviendrons dans quelques instants. L'indépendance et la responsabilité du juge et gouvernance des juridictions, ce sont là les deux thèmes sur lesquels se sont ouverts ce matin à Dosso les travaux de la rencontre annuelle des chefs de juridiction. Le ministre plutôt de la Justice, garde Dosso, Marou Amadou, a présidé la cérémonie d'ouverture. Le récit de Ali Hashimou et Habibou Bakou. Oui, c'est la salle de réunion de l'hôtel Toubal Flambant Neuf qui a servi de cadre aux assises des travaux de la rencontre annuelle des chefs de juridiction où 2 jours durant, les participants vont discuter et échanger sur des notions comme l'indépendance et la responsabilité du juge et la gouvernance des juridictions. Occasion pour le gouverneur de Dosso, Abdoulaye Issa, de remercier de vive voix les organisateurs pour le choix porté à la cité historique et légendaire de Jarmakoy, mais surtout de choisir les locaux flambant neufs de l'hôtel Tobal de Dosso pour abriter les présents travaux et surtout souhaiter un bon déroulement. En ouvrant ces travaux, le ministre de la Justice, garde Dosso, porte-parole du gouvernement, a d'entrée de jeu rappelé le rôle de la justice nigérienne. Le gouvernement a fait de la justice un secteur prioritaire, et ce, à juste titre, car sans justice, il n'y a ni paix ni développement. Car les magistrats interviennent dans des domaines divers de la vie en société et occupent de ce fait une place centrale au niveau de l'État que dans la vie des personnes morales et physiques. En effet, il contrôle la conformité des lois à la Constitution en tant que juge constitutionnel. Il contrôle les élections et de ce fait joue un rôle clé dans le processus de dévolution du pouvoir politique. Il protège les libertés individuelles et collectives en tant que juge de la légalité des actes administratifs et de l'excès de pouvoir des autorités administratives. Ils sont juges de la gouvernance financière par le contrôle de l'exécution du budget de l'État en particulier et des finances publiques en général. Ils sont juges de la sécurité des transactions civiles et commerciales, des conflits de travail, des accidents et maladies professionnelles. Ils sont régulateurs de la paix sociale et assurent la sauvegarde de l'ordre public. Cette rencontre annuelle est une opportunité pour les chefs de juridiction de débattre des questions relatives à la bonne administration de la justice, devait poursuivre le ministre de la Justice. Mesdames et messieurs les chefs de juridiction, pour traduire tous ces engagements en actes concrets, il est impérieux que les acteurs de la justice, notamment les chefs de juridiction que vous êtes, se retrouvent de temps en temps pour débattre des questions portant sur la bonne administration de la justice en général et des questions spécifiques telles que celles relatives à la responsabilité du juge. En effet, comme nous le savons, l'accroissement du pouvoir des juges ou du moins des domaines dans lesquels ils sont sollicités va de pair avec celui de sa responsabilité. Accueillir le justiciable, l'écouter, lui donner une décision motivée, j'insiste sur le mot motivé, en toute indépendance et impartialité, rendre disponible la décision, lui indiquer les voies de recours dont il dispose et l'accompagner dans l'exécution de cette décision, le tout dans un délai raisonnable est un processus qui exige des juges au quotidien abnégation et ardeur au travail. C'est aussi la source de tous les griefs qui sont faits à la justice à la moindre défaillance. Il est de la responsabilité de tous de ne pas se boucher les oreilles ou se mettre en colère face aux critiques, car celui qui vous contredit vous construit si vous savez faire fi des critiques qui ne reposent que sur des préjugés et avancer résolument tout en tirant les leçons de celles qui vous semblent bien fondées. C'est ainsi seulement que vous pourrez incarner cette justice indépendante et responsable, thème central des assises qui nous réunissent dans cette ville prestigieuse de Dosso. Le ministre de la Justice, garde Dosso, M. Marou Amadou, a enfin rappelé aux participants que la démocratie nigérienne a besoin des magistrats qui possèdent la science de leur métier et cultivent les vertus cardinales de prudence, de courage, d'honneur et de dignité. Les participants ont eu droit à un premier exposé portant sur l'indépendance et la responsabilité du juge. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs à Bougambo poursuit sa série de visites au niveau des infrastructures culturelles et artistiques à Berningaure dans le département de Boboy, dans la région de Dosso. La délégation ministérielle a trouvé une maison de la culture en état de délabrement total. Ousmane Abdou, Harissou Garba.
La maison de la culture de Birnin Gaouré dans le département de Boboy, qui faisait la fierté des populations, se trouve actuellement dans un état de délabrement très avancé, sans électricité, sans eau, impossible de faire du spectacle. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, M. Abou Gambo, s'est largement entretenu avec les autorités et les cadres de la culture afin de voir les voies et moyens à prendre pour aider la culture à aider pour conserver, occuper les jeunes. La délégation a visité la bibliothèque de lecture publique qui dispose de plus de 2000 ouvrages, qui a des problèmes d'étanchéité, et le centre Lamé où 20 apprenantes font la couture, la cuisine, le tricotage, etc. Après toutes ces visites, le ministre a demandé à la mairie de s'impliquer davantage dans le cadre de la culture. À l'étape de Birni, nous avons visité la maison de la culture qui en fait est l'ombre d'elle-même. Pratiquement c'est laissé pour compte. Le directeur est en train de se débattre par ses propres moyens pour gérer le quotidien. La mairie qui est censée lui venir en tout cas en appui pour gérer et le bâtiment et le personnel l'a carrément abandonné. Et une situation assez désagréable, un bar qui s'est installé et en dépit des multiples instructions et injonctions pour les faire partir, c'est resté lettre morte. En tout cas, nous avons instruit pour qu'une solution alternative soit prise pour isoler, en tout cas par un mur, le bar, lui donner un espace assez réduit, parce que j'insiste sur le mot assez réduit, pour ne pas empiéter sur le domaine de la maison de la culture qui va servir laboratoire pour la future école des arts et de la culture qui va certainement ouvrir ses portes dans les années. Nous avions aussi visité la bibliothèque construite par les Américains qui a un fonds documentaire de 2007 ouvrages, mais qui est aussi un peu abandonné par la mairie. Là également, la mairie a été instruite pour jouer son rôle, pour créer les conditions de conservation des documents, de renforcement de capacité des enfants. Le ministre a rendu une visite de courtoisie au chef de canton Lamid Abdou Beidi de Birnin Gaouré et a salué les efforts des chefs traditionnels dans la révalorisation de notre culture. Ouverture ce matin à la Caisse nationale de sécurité sociale d'un atelier de rélecture du guide méthodologique de l'inspection du travail, cérémonie présidée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, Salissou Ada. Aminatou Garba, Issouf Nomo. C'est dans le but de mieux cerner les difficultés rencontrées dans la mise en application des textes en vigueur au Niger et pour déceler les insuffisances en vue d'y apporter des correctifs nécessaires qu'un guide méthodologique de l'inspection du travail a été élaboré en 2011 avec le concours du Bureau international du travail. Il a été adopté en 2012 dans une demande participative et inclusive avec l'implication de l'ensemble des acteurs concernés. D'où sa relecture ce matin par les inspecteurs du travail. Ce guide devait constituer désormais un outil de référence en matière de collecte de données dans les entreprises et de renseignements sur le rôle, l'organisation, le fonctionnement, les méthodes et les pratiques de l'inspection du travail dans notre pays. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale retrace la mission de l'inspection du travail, cheville ouvrière de la régulation du climat social. L'inspection du travail est chargée de veiller à l'application des lois et règlements en matière de travail, de la sécurité sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la sécurité et santé au travail. Ainsi donc, sa mission est d'assurer d'une part la protection des travailleurs et de leur environnement de travail et d'autre part de protéger les moyens de production et les investissements de l'employeur. 2 jours durant, les participants à cet atelier vont passer à revue l'ensemble des dispositions contenues dans le guide méthodologique de l'inspection du travail.
La première dame Haja Aïssata Issoufou a parrainé ce jour à l'école normale d'instituteurs de Niamey qui dispose désormais de ses propres locaux PK10 Rotoualam de Niamey. La cérémonie inaugurale de cet établissement construit sur financement de l'État et de l'Agence française de développement AFD, la fondation Gourivi Meilleur, organisation présidée par la première dame Haji Aïssata Issoufou, a aménagé et équipé la salle informatique dans le cadre de son projet informatique pour tous et une école en bois. Jara Abdelaziz et Alhaj Salif Karba. L'événement est d'une importance capitale car c'est la toute première fois que la région de Niamey se voit dotée d'un institut de formation de formateurs, l'école normale d'instituteurs, qui bénéficie déjà d'une salle informatique aménagée et équipée et d'un bois ou jardin de la part de la fondation Gourivi Meilleur. Ce qui explique la présence de la présidente de la dite fondation, la première dame Hajia Aïssata Issoufou, qui accorde, tout comme son époux, un intérêt particulier à l'éducation. Après le salut aux couleurs, le directeur de l'établissement Mamadou Boubacar a présenté sa gratitude au nom des enseignants et des élèves maîtres à l'État et à la fondation Gourivi Meilleur avant de présenter l'école. C'est un grand complexe composé d'un lot de 18 classes équipées, un bloc administratif comportant 10 bureaux, une salle de réunion, 2 salles informatiques entièrement équipées, un lot de 4 logements de fonction, des villas F3, une infirmerie, un magasin de stockage d'une capacité de 250 tonnes, une case de gardien, un mur de clôture de 556 mètres linéaires et une adduction d'eau potable réalisée par Qatar Charity. L'heureuse initiative a été louée et saluée par le gouverneur de Niamey. Ce joyau vient s'ajouter à la liste des multiples dotations en classe et mobilier dont a bénéficié la région de 2011 à cette date. C'est l'occasion pour moi d'inviter élèves et maîtres à prendre soin de cet ouvrage, veiller à son entretien et à sa propriété, afin de lui permettre d'accomplir sa mission de formation de formateurs, de la promotion de la qualité dans la formation pédagogique des élèves maîtres et de renforcement des capacités aussi bien des générations présentes que futures. Pour la ministre en charge de l'éducation, la réalisation de l'école normale d'instituteurs de Niamey s'inscrit dans le cadre du programme de renaissance du Niger du président Issoufou, qui prévoit la construction de 3000 salles de classe et la formation de 3500 enseignants qualifiés chaque année afin de garantir une éducation de qualité, gratuite et obligatoire à tous les enfants nigériens. La construction de ce complexe est cofinancée par l'État à hauteur de 150 millions pour les classes et de l'AFD pour un appui budgétaire de 694 millions pour les autres infrastructures.